C'est une tuerie sans explication. Cette macabre découverte entre Chevaline et Lussard. Dans le véhicule, 3 personnes mortes. Chevaline, c'est une affaire qui me hante. Elle hante tous les enquêteurs qui y ont participé. Donc faire appel à l'unité d'antiterroristes. Les opérations d'assassinat c'est ancien légionnaire. C'est un crime commandité. C'était quelque chose de très grave. Surtout, c'est une centaine de gendarmes qui ont été mobilisés en France. C'est un dossier tentaculaire. On a en tout plus de 10 000 pièces de procédure. On a dû lancer des commissions rogatoires dans le monde entier, au Royaume-Uni, en Irak, aux États-Unis. On a suivi beaucoup de pistes, on a entendu plein de suspects, et puis souvent on a imaginé des scénarios incroyables. Chevaline, c'est sans doute aujourd'hui la plus grande énigme judiciaire française. Le 5 septembre 2012, je pars en montagne avec 2 copines à moi, bretonnes. Je les emmène dans un refuge situé au-dessus de la Combe-d'Hyr. Je connais pas cet endroit, j'y suis jamais allé. On monte tranquillement. J'étais dehors avec ma fille qui avait 9 ans à l'époque et une amie à moi, et on a entendu les coups de feu. Le fait d'être chasseuse, ça m'a interpellée. 15h ou 15h15, des coups de feu, il se passe un truc. Soit c'est un braconnier, soit j'étais persuadée qu'il se passait quelque chose. À quelques kilomètres du village de Chevaline, donc à peu près à 2 kilomètres, un cycliste descend et nous fait signe de s'arrêter. Le cycliste s'avère être un Anglais, il parle pas très bien français, il nous dit de pas monter. Et quand je lui demande pourquoi il faut pas monter, il nous dit il y a 4 morts et une petite fille vivante. Et moi je retiens qu'une chose en fait dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a une petite fille en vie. Et je décide de monter voir ce que je peux faire. Je vais quasiment jusqu'au bout du parking pour faire un demi-tour et je passe vraiment devant la scène de crime à ce moment-là. La petite fille a un espèce de geste que j'ai cru être un dernier geste en fait. Elle lève la tête et puis elle retourne, puis après il y a plus de... On n'a plus l'impression qu'elle est en vie. Je me rapproche de la voiture, je vois le conducteur qui a des impacts dans la tête, donc je vois vraiment l'impact et puis le petit peu de sang qui coule. C'est une personne qui est morte avec un trou rouge, quoi. Chevaline est vraiment une scène de crime inhabituelle, totalement inhabituelle. On n'en voit pas deux dans une carrière comme ça c'est certain. Sur cette scène de crime, on a un break BMW qui est buté contre un talus du parking.
le conducteur qui est affalé sur son volant, il a les bras qui tiennent encore le volant. Et à l'arrière, il y a son épouse qui a été abattue d'une balle dans la tête. Et on a une dame un peu plus âgée qui, elle aussi, à l'évidence, est décédée. Et il y a aussi une petite fille d'environ 7 ans, 10 ans, qui gît sur le sol. Elle a visiblement pris une balle dans le dos. Elle a des plaies importantes assez profondes sur le crâne. Elle porte plusieurs hématomes à la tête. Elle a une clavicule cassée. Visiblement, on s'est acharné sur elle. On essaye d'intervenir, et notamment sur cette petite fille qui est couchée juste à côté de moi, en fait. Moi, je suis quasiment au niveau de ses pieds, et j'essaye de la toucher, j'essaye de voir si elle est vivante. La seule chose que j'arrive à faire, c'est lui toucher le pied, la secouer, et éventuellement essayer de prendre son pouls au niveau de sa cheville, ce qui n'est pas génial, mais pour moi, elle est morte. Et si je vais vers elle, si je la contourne pour aller lui faire un massage, enfin, essayer de faire quelque chose, je me rapproche de la voiture, je me rapproche de la scène de crime, et notamment, je me mets à découvert d'un espèce de bosquet qui est là. Et j'y arrive pas. La peur fait que j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, mais pour moi, le tueur, il est derrière la voiture. Je décide de faire demi-tour et j'appelle les secours. Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. On était début septembre, à peine plus loin qu'ici, j'ai vu des forces de l'ordre, des pompiers, des gendarmes, enfin bref, un monde de dingue, passer là sur la partie gauche, me doubler à une vitesse de fou. J'avais jamais vu ça. Je sais pas, il devait rouler à plus de 100 km/h. On a reçu l'appel de détresse à 15h45. Les premiers arrivés sont les pompiers. Et sur place, ils appliquent nos procédures habituelles. Interdiction de toucher au cadavre et à quoi que ce soit d'ailleurs. Et puis à un moment, l'un des pompiers voit que la petite fille a ouvert les yeux. Alors il s'est approché doucement et il l'a vue tressauter. Enfin, ce sont les mots qu'il a employés. Elle reprend connaissance. Seulement quelques instants. En fait, elle va réussir à dire quelques mots en anglais. Alors elle va dire son prénom, mais personne ne le comprend. Et elle nous donne aussi son âge, 7 ans. Et puis elle dit qu'elle a très mal, et puis surtout qu'elle ne voit plus rien. Sur ce parking, le premier sentiment, je vous assure, ouais, franchement, je vous dirais que moi, j'ai quasiment la peur, quoi. Vous regardez partout autour de vous, vous vous dites, mais ça fait coupe-gorge. Enfin, franchement, ça fait une drôle d'impression. La façon dont ils ont été tués, la position des corps dans les voitures, là, ils sont à leur position, quoi. Comme s'ils n'avaient pas pu descendre, comme s'ils n'avaient pas pu commencer à courir, à s'échapper. Enfin bon, je vous assure, oui, c'est évidemment une scène. Vous vous rendez compte quand vous arrivez sur des scènes comme ça, que vous n'êtes pas là pour 2 heures. Il n'est pas fréquent qu'on ait, heureusement d'ailleurs, mais autant de morts. C'est pas anodin d'avoir 3 adultes, un 4e, une enfant dont les secours et les médecins derrière l'hôpital de Grenoble vont sauver la vie. Oui, c'est une scène extraordinaire. À ce stade, on a très peu d'éléments. On sait que ce n'est pas un accident. Il y a quelque part un tueur et il est déterminé. Le procureur de la République en personne se déplace. Il a de l'expérience, mais face à un tel crime, personne n'est préparé. Il était aux alentours de 15h45, 16h. Le collègue vient me voir en m'indiquant, voilà, il y a un drame, il y a manifestement plusieurs morts dans un véhicule. Et c'est comme ça qu'a démarré cette affaire assez hors norme, qui est la tuerie de Chevaline. Les enquêtes, on les mène pour les victimes et pour leur apporter une réponse d'une manière qui soit totalement incontestable et que chacun puisse comprendre pourquoi vous avez eu le malheur de perdre votre père, de perdre votre sœur, de perdre votre mère, de perdre votre grand-mère. Qui sont ces gens? Il faut qu'on essaie de trouver la vérité. Manifestement, on était en présence de personnes de nationalité étrangère
britanniques, sans doute d'une nationalité autre à l'origine, compte tenu de leur morphologie ou de leur couleur de peau. Simple déduction, mais des étrangers dont on ignorait absolument tout. Dans le véhicule, trois personnes mortes, le conducteur, un homme, 2 femmes à l'arrière mortes, à côté du véhicule un cycliste, en tenue de cycliste, il y a le vélo de course un petit peu plus loin, mort également. Alors, concernant le cycliste, il est sur le dos, il est assez près de la voiture, il a toujours son casque sur la tête et ce casque a été traversé par une balle. Il a sa pompe à vélo près de la jambe gauche et ce qui est marquant tout de suite, c'est que son vélo, lui, il est à quelques mètres plus haut. Alors on fait tout de suite une déduction, il a dû descendre, jeter son vélo et ensuite seulement être abattu. Les enquêteurs, ils avaient le sentiment que le cycliste n'avait pas cette morphologie orientale que pouvaient avoir les victimes qui se trouvaient dans le véhicule. Donc, leur première idée a été de se dire qu'ils n'avaient pas nécessairement de lien direct avec les personnes qui se trouvaient dans le véhicule. Objectivement, pour un touriste, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Et c'est ça qui m'intéresse depuis le début de cette affaire. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas ? Il est vrai que cette route forestière, ça porte bien son nom, route forestière, est une route qui n'amène à rien. Ça fait un quart d'heure qu'on roule et il n'y a rien. Il n'y a pas un point de vue, il n'y a pas une clairière pour pique-niquer, il n'y a pas un endroit avec 2 bancs pour faciliter, entre guillemets, le fait de profiter de l'endroit. C'est un endroit sauvage, c'est très sauvage. Il y a surtout des combes de la colère. C'est la traduction étymologique de ir, qu'on me dire. C'est pas une route qu'on emprunte, la Combe-dire. Parce que déjà à l'entrée, il y a un panneau qui vous avertit qu'il y a des nids de poules. Et je trouve que c'est une route assez sinistre. On comprend vite qu'on va aller de toute manière vers un cul-de-sac. Donc je pense que le premier réflexe qu'on a, c'est de faire demi-tour. J'habite à Doussard depuis 50 ans. Souvent j'y allais et en fait j'avouerai que depuis ce jour, j'y suis pas retourné. Pour les enquêteurs, toutes les hypothèses sont ouvertes car le mode opératoire de cette tuerie laisse présager soit un règlement de compte, soit un drame familial. Il y a 3 mois déjà à Chevaline, des ossements humains avaient été retrouvés à la lisière d'un bois, à proximité d'une tente. Les enquêteurs avaient sous la main un certain nombre de techniciens en investigation criminelle, les fameux TIC, qui sont rattachés au groupement de gendarmerie d'Annecy, mais on se rend bien compte qu'on a affaire à une affaire qui sort de l'ordinaire au regard du nombre de cadavres et donc à la nécessité de s'adjoindre à un laboratoire de plus grande envergure. Il était logique de faire appel au laboratoire national de la gendarmerie, donc à l'IRCGN. Il faut faire venir le département de la balistique, et puis de la biologie, et des empreintes digitales. Quand vous faites venir des experts en balistique, on ne doit pas ouvrir les portières, parce que là, tous les morceaux de verre qui sont encore présents sur la portière risquent de tomber, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et c'est très perturbant, bien évidemment, pour les expertises à venir. Donc, avec les pompiers, avec les médecins, ils s'entendent sur le fait qu'on ne va pas sortir les corps qui sont dans la voiture. Interdiction de pénétrer dans la voiture, ni même d'ouvrir les portières. On attend les techniciens de la gendarmerie scientifique venus de Paris. La première phase, c'est ratissage, donc on a un maximum de personnel qui vont ratisser la zone. Voilà, et après, on va exploiter tous les éléments, les témoignages. Ça va évidemment continuer tout au long de la nuit. Si la gendarmerie, effectivement, prend autant de précautions et autant de moyens, c'est qu'elle garde en mémoire le drame et la tragédie de l'affaire Grégory. Là où, malheureusement, une scène de crime a été saccagée et piétinée par X personnes qui n'avaient rien à y faire, qui ont sans doute entravé des résultats qui auraient pu être bien plus précoces. Donc voilà, la gendarmerie, elle garde ça comme un traumatisme et on lui a appris à geler la scène de crime, parfois trop peut-être. Je suis le premier journaliste arrivé sur place. Donc j'ai vu le gendarme qui est un peu paniqué de me voir arriver tout seul parce que je pense qu'il a dû avoir certainement l'ordre de protéger la scène de crime, que personne
rentre à proximité de la zone de crime. Mais là, je me souviens très bien de son visage. J'ai vu la peur dans son visage et j'ai compris que c'était quelque chose de très grave. Nathalie Pérez, que nous retrouvons sur place, en direct. Nathalie, bonjour. Dites-nous d'abord quelles sont les dernières informations dont vous disposez. On sent un vrai vent de panique sur place parce que les gendarmes sont des gendarmes locaux qui n'ont pas l'habitude de ce type de faits divers. Tout d'un coup, une énorme affaire. Et qui plus est, lorsqu'on apprend qu'il s'agit d'une famille britannique, c'est une affaire ensuite qui dépasse nos frontières. Donc ça se transforme en un fait divers international. C'est assez étonnant, c'est une des premières fois pour moi que les journalistes arrivent aussi vite sur ou aux abords, en tout cas, d'une scène de crime. À partir du moment où les médias ont commencé à en parler dès l'après-midi même, enfin dès l'après-midi, entre 16h et 19h. C'est vrai que le timing est pourtant assez serré, mais je dirais à partir de 17h, les radios ont commencé à en parler. Et évidemment que l'information s'est diffusée assez vite. Et à moins d'une heure, vous aviez déjà beaucoup de journalistes, et notamment des journalistes britanniques. Ces journalistes anglais arrivent avec des portants, avec des vêtements, avec avec des camions où ils installent carrément des plateaux de télé à Chevaline. J'étais dans le premier vol Londres-Genève. Il y avait d'autres équipes de tournage, des équipes de télévision et des journalistes dans le même vol. Rien de tel n'était jamais arrivé à Annecy. Et on peut dire qu'ils ne savaient vraiment pas comment gérer tout ce monde. In the middle of the afternoon, in the middle of a popular tourist region, 4 people shot dead. Katie Rowlett, BBC News. Ils essaient d'arriver sur la scène de crime, ils ne voient rien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut que ça soit fait désert. Alors, on va louer un hélico pour que ça coûte moins cher. Un seul photographe sera dans l'hélico, il fera les photos et on se distribue toutes les images. Les gendarmes pensent qu'il s'agit d'un hélicoptère de la gendarmerie, évidemment. On peut penser effectivement que des experts ont besoin de prendre des photos en hauteur pour savoir. Bon, ensuite, c'est vrai que ça a été très 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 mal pris lorsqu'ils ont appris qu'il s'agissait de journalistes britanniques qui souhaitaient avoir un scoop. Que s'est-il passé sur les hauteurs du lac d'Annecy, un endroit d'ordinaire paisible, fréquenté par les randonneurs? C'est donc là qu'une famille britannique a été massacrée, ainsi qu'un Français, sans doute là par hasard, au mauvais moment. L'information commence à se répandre, on commence à en parler et sur les chaînes info et à la radio, et c'est ce qui a amené ensuite à un appel téléphonique qui va déclencher une accélération de l'enquête, en tout cas une accélération des investigations sur ce véhicule. C'est un coup de fil du gérant d'un camping, le camping Le Solitaire, et qui a appelé, comme tout gérant de camping, il connaît ses gendarmes. Les gendarmes du secteur, ils les connaissent par cœur, ils se tutoient, donc il n'y a aucune hésitation à les appeler. Il les appelle en disant « mais j'entends parler de ces cadavres qui ont été découverts, on parle d'une petite fille, on parle de gens manifestement du Moyen-Orient, d'un véhicule anglais. Ça me rappelle des gens qui sont chez moi, qui sont en caravane, en camping, en vacances chez moi. Je suis allé voir, effectivement il n'y a personne, il n'y a plus le véhicule, et c'est à ce moment-là que le gérant du camping leur dit « mais il n'y a pas une fillette, il y en a 2 ». Les gendarmes arrêtent leurs investigations extrêmement précautionneuses et accélèrent le rythme, parce que pour le coup, il y a peut-être un danger vital. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la petite fille a été enlevée? C'est ce qu'on se dit tout de suite. Ils ne savent pas si la petite fille qui est évoquée a été tuée, exécutée dans les bois un peu plus loin, ou si, ayant eu peur, elle est partie quelque part. Pendant qu'on élargit le périmètre de recherche pour la petite Zina, les premières informations sur les autres membres de cette famille anglaise arrivent. Donc on essaie de s'intéresser à qui ils sont, d'où ils viennent. Ce sont des Irakiens qui vivent à Londres, le père, la mère, la grand-mère et leur fillette. The family living here in the village of Claygate to the southwest of London. This is the house of Saad al-Hili and his wife and 2 children. Saad al-Hili, il est ingénieur aéronautique. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'aviation.
Alors certes, il a une vie d'ingénieur, il est à l'aise, il a une jolie maison classique à colombage britannique, assez belle, une maison ancienne dans la banlieue de Londres, à Claygate. Saad était marié à une femme irakienne. Elle s'appelait Iqbal Al-Hili. Elle était dentiste et c'était sans doute la plus discrète des deux. Saad était très extraverti et familier. Elle était plus introvertie et timide. Iqbal était très amoureuse de son mari. La seule chose, c'est qu'elle était à l'arrière de la voiture parce qu'elle a le mal de la voiture. C'est-à-dire qu'à l'avant, elle est malade. C'est pour ça que la petite était devant. Je me souviens du jour où on a été chercher la caravane, quand il l'a achetée. Nous avons conduit sur l'autoroute jusqu'à l'endroit où il l'avait achetée et on l'a remorqué jusqu'à Claygate. Parfois, ils partaient à 10 km de chez eux à peine pour le week-end. Partir de la maison juste par amour du camping. La caravane avait été nommée Spotty par Zainab. Elle était toujours garée devant la maison et les enfants jouaient dedans. C'était une famille heureuse. Saad était particulièrement attentionné envers ses deux filles. Il les adorait vraiment. Quand elles entraient dans une pièce, il répétait toutes les phrases 2 fois. Une fois en arabe et une fois en anglais. Systématiquement. Les techniciens en investigation criminelle étaient évidemment tous sur place. Et c'est à ce moment-là qu'il se dirige vers le véhicule, ouvre les portes, ce qu'il n'avait pas encore fait. Et à ce moment-là, il voit un mouvement sous les jupes à l'orientale et 2 femmes qui se trouvaient à l'arrière du véhicule. Et qu'à ce moment-là, il se révèle, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est produit, une petite fille qui était là depuis de nombreuses heures, totalement immobile. Elle est retrouvée 8 heures après, oui. C'est énorme, ouais. Ça paraît complètement énorme quand on vous le dit, oui. Elle est restée prostrée sans bouger. Donc elle a passé 8 heures sous les jupes de sa maman, morte, assassinée, sans rien dire, sans un bruit, sans rien. Alors on imagine ce qu'a pu vivre cet enfant à ce moment-là. On imagine la terreur de cet enfant qui a dû entendre les coups de feu, qui n'a pas compris réellement ce qui s'était passé, mais qui a bien dû sentir que plus rien ne bougeait, que plus rien ne se passait, que personne ne venait la chercher. Vous imaginez le bruit, la zone a été survolée par un hélicoptère, il y a les camions, les véhicules des pompiers, les véhicules de la gendarmerie, les radios, les gens qui communiquent par téléphone. Donc on peut imaginer à quel point ils sont peut-être incompréhensibles aussi pour une enfant de cet âge-là, à quoi ils se rattachent. L'odeur, certainement, du sang, de la mort, hein, l'odeur de la mort. Elle est dans une voiture avec 3 morts. Franchement, on pensait avoir tout fait. Enfin, tout ce qu'il fallait faire en tout cas. Le site a été survolé par un hélicoptère spécialisé avec une caméra thermique. Il n'a repéré aucune chaleur, aucune trace de vie, rien du tout. Donc quand on a fini par comprendre qu'elle était là, on était tous très amers. Enfin, en colère même. Hein. Mais on était aussi très heureux de la voir apparaître vivante. Ce soir-là, tous ceux qui vont approcher la voiture vont vivre une scène absolument déchirante parce qu'on a une petite fille qui est indemne dans une scène atroce. L'enfant est récupéré par un gendarme qui la sort en lui mettant la main sur les yeux pour éviter qu'elle ne voie la scène de crime et elle est confiée à une adjudante de gendarmerie qui la prend en charge aussitôt. On était sur une image vraiment cinématographique, un ciel d'encre, une lumière blafarde liée aux éclairages de la gendarmerie. Et puis, pourquoi ça, je ne le saurais jamais, mais curieusement, cette fillette a été amenée vers nous, qui étions à l'extérieur de la scène de crime, non pas blottie dans les bras de l'enquêtrice, qui aurait été on ne peut plus naturel, mais en fait comme certaines peintures du Christ enfant, assis, visage face aux interlocuteurs, dans les bras de l'enquêtrice. Position très étrange qui fait qu'effectivement, tous ceux qui étaient là, dont moi, ont vu cette petite fille et ses boucles blondes à un moment donné se mettre à sourire.
C'est un moment de pure émotion. Soudain, il n'y a plus d'enquêteurs, il n'y a que des pères et des mères de famille autour de cette scène de crime et un immense soulagement de savoir que les 2 fillettes sont vivantes. Alors elle est indemne, physiquement en tout cas, et même si elle n'a que 4 ans, elle parle. C'est la seule personne à pouvoir raconter éventuellement ce qui s'est réellement passé. Elle va dire très vite qu'elle s'appelle Zina. Elle va dire qu'elle a entendu effectivement des bangs. Ensuite, elle va raconter aux gendarmes qu'elle a entendu son père tenter de faire démarrer la voiture, qu'il n'y arrivait pas, sans doute dans la panique. Et elle a un détail atroce. Elle va raconter qu'il y a un filet de sang qui coule de la bouche de sa mère. Et puis surtout, elle va dire « Papa, maman, not alive ». Et voilà, elle a 4 ans. Elle a vécu une scène traumatique et elle a compris que ses parents étaient morts. On a basculé là dans l'horreur totale. Concernant la petite fille de 8 ans retrouvée grièvement blessée sur les lieux du crime, elle a été opérée la nuit dernière. Il faudra attendre qu'elle soit totalement rétablie pour pouvoir commencer à l'interroger. Quant à sa petite sœur de 4 ans qui, elle, a été retrouvée miraculeusement indemne, elle va beaucoup mieux. Elle aurait commencé ce matin à parler aux enquêteurs. On n'a pas pu l'entendre, en tout cas pas avant le lendemain à l'hôpital. C'est dur parce qu'elle n'a que 4 ans, elle est prostrée sur son lit et puis elle pleure beaucoup. Alors, on a découvert en fait qu'avec une infirmière, si on lui lit des livres en anglais, elle se calme un peu. Elle commence à nous raconter ce qu'elle a vu, enfin surtout entendu. Quand ils sont arrivés à ce qu'elle appelle le lieu, the place en anglais, son papa et sa sœur sont sortis de la voiture. Les 3 passagers arrière voulaient descendre aussi, mais la chose, enfin c'est l'expression qu'utilise Zina pour parler des faits, la chose a commencé. Donc elles n'ont pas pu descendre. Alors elle a assimilé tout ça à un feu d'artifice. Elle a entendu son père hurler le prénom de sa sœur, mais Zénab, l'aînée, n'est jamais remontée dans la voiture. La petite dit qu'elle a eu très peur, elle a senti un danger et alors elle s'est tout de suite cachée au pied de sa maman sous sa robe et elle a attendu. Et quand le silence est revenu, elle dit qu'elle a osé parler et qu'elle a demandé qu'est-ce que c'était que cette chose. Et évidemment, personne n'a répondu. C'est dès le début une affaire extrêmement mystérieuse. Personne ne comprend rien. Tout est paradoxal. Une famille tranquille de Britanniques en vacances qui se fait assassiner sur un parking en montagne avec leurs enfants. Le but du jeu, c'est de comprendre qui est cette famille, d'où ils viennent, est-ce que ce sont des véritables touristes, est-ce que cette affaire, elle ne cache pas non plus autre chose. À ce stade-là, vous n'avez que des points d'interrogation. On a les identités, on sait maintenant qui sont les victimes. Il reste à savoir pourquoi elles étaient là, ce qu'elles faisaient en France, et on sait d'emblée que ça va être une enquête compliquée. Par les journaux britanniques, on apprend aussi que la victime avait perdu ses parents et qu'il y avait un litige au cœur de la famille sur une histoire d'héritage. Saad al-Hili, lorsqu'il est donc venu en France, l'un de ses objectifs, c'était de se rendre en Suisse. À un moment ou un autre, il avait pris rendez-vous dans cette banque où se trouvaient les fonds déposés par le père. Son objectif, c'était d'essayer de reconstituer la totalité du patrimoine du père et d'en prendre en quelque sorte le contrôle. La fortune de la famille al-Hili se comptait quand même en quelques millions d'euros. Enfin, on n'est pas sur un tout petit héritage. On voit tout de suite qu'il y a des zones d'ombre dans cette famille. Toutes les familles ont des mystères, des secrets, on ne se dit pas tout. Il faut s'intéresser à l'identité des victimes.
car dans presque 90% des cas, le tueur a un lien direct avec la victime. Sa plus grande crainte, c'était son frère.